notre seconde table ronde de la matinée et je souhaite la bienvenue à nos intervenants où nous allons essayer justement de parler des solutions aux problèmes qui ont été évoqués par la première table ronde. La philosophie de départ, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'il ne suffit pas de se lamenter et d'espérer que d'autres que nous résoudront les problèmes. Si nous n'y travaillons pas, eh bien, il ne se passera rien. Et donc, pour traiter de ces solutions, nous avons 4 intervenants que nous pensons extrêmement qualifiés et qui vont parler dans l'ordre que je vais dire, et après nous aurons bien sûr un temps de débat. En premier lieu, nous écouterons Maude Lelièvre, qui est une juriste, qui est une élue, mais qui est aussi la représentante pour l'Europe de l'UICN que Gilles Boeuf a évoqué dans son propos introductif et qui nous présentera la problématique au niveau global de la lutte et pour se réconcilier avec la faune sauvage. Ensuite, nous écouterons Sabrina Krief, qui est vétérinaire de formation, qui est une spécialiste des primates avec lesquels, je crois, on peut même dire qu'elle a vécu, qui nous expliquera sur cette espèce encore plus proche de l'homme que les loups, mais que moins d'entre nous ont eu l'occasion de voir à l'état sauvage, sur le problème et les approches qui permettent de préserver ces espèces. Et puis, le troisième intervenant, ce sera Antoine Frérot, qui est le président-directeur général de Veolia, une entreprise dont le projet, le sujet, la raison d'être, c'est l'environnement, et qui nous parlera de comment les entreprises peuvent contribuer à cela, parce que dans une économie ouverte comme la nôtre, si les entreprises ne jouent pas le jeu, rien ne réussit. Et enfin, M. Humberto Delgado Rosa, qui est directeur pour le capital naturel à la Direction générale environnement de la Commission européenne, nous parlera des ambitions et des projets européens pour justement se réconcilier avec la faune sauvage et agir, parce que l'on le sait bien, pour les animaux sauvages, les frontières, là aussi le loup l'illustre, n'existent pas. Donc je vous propose d'entendre ces exposés avant que nous dialoguions avec vous, et je donne la parole sans plus attendre à Maude Lelièvre. Merci, merci Monsieur Schweitzer, merci avant tout pour votre engagement sans faille dont le monde a besoin, et puis merci à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences pour avoir réuni aujourd'hui ce beau colloque pour replacer l'animal au cœur de notre vision du monde. Alors, quel est notre rapport au monde animal? Les animaux ont-ils des droits? Vaste sujet. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'être humain a bouleversé la planète à son profit, a multiplié les espèces dites utiles. La biomasse aujourd'hui des animaux domestiques est supérieure à celle des animaux sauvages qui ne cessent de diminuer. Et les polémiques qui sont aujourd'hui présentes dans l'opinion publique, on a parlé du loup, mais on pourrait parler également de l'ours, des abattoirs, de la consommation de viande, de l'utilisation du cuir, des feux d'Amazonie, des mers aujourd'hui où le plastique a remplacé la vie, des zoonoses, bref, tous ces sujets illustrent les limites de notre rapport aux animaux et à la vie. L'humain peut-il se réconcilier avec le vivant et la biodiversité? C'est un sujet qui est ancien. Et pour commencer, j'aimerais vous relire une lettre d'invitation que vous allez trouver terriblement contemporaine. La nature, dans ses 3 règnes, est de toutes parts menacée par les progrès de l'industrie. L'activité de l'homme gagne des régions jusqu'ici inaccessibles à ses entreprises. Son caprice ou son utilitarisme imprévoyant mettent en péril l'existence d'un grand nombre d'espèces animales ou végétales. Tous les amis, tous les défenseurs de la nature doivent se regrouper pour élever la voix
et exercer une action protectrice qui sauvegarde pour l'avenir notre patrimoine naturel et les espèces sauvages. Cette lettre est la lettre d'invitation au premier congrès international pour la protection de la nature qui s'est tenu à Paris en 1922. Je crois qu'on peut toujours dire qu'elle est d'actualité. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui ici en tant que présidente de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui est une vieille organisation maintenant, qui a été créée il y a 73 ans en France, à Fontainebleau. Et la France, à l'époque, avait été choisie parce que c'était le pays dans lequel il y avait la plus ancienne protection des paysages et des écosystèmes. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, puisque c'était en 1861 qu'avait été créée à Fontainebleau la préservation de la forêt pour permettre à l'époque aux peintres de Barbizon de continuer à peindre l'exceptionnelle forêt qu'ils avaient sous les yeux. Et c'est la raison pour laquelle l'UICN a trouvé son siège en France. L'UICN a changé depuis, elle est devenue une grande organisation internationale qui regroupe 1400 grandes ONG, Gilles Boeuf l'a rappelé tout à l'heure dans son propos introductif, 120 États qui sont partis, comme dans les COP, comme dans les conférences des parties, et qui est présent dans l'ensemble des pays du monde. Et cette organisation mondiale tient tous les 4 ans un congrès qui s'est tenu cette année en France, à Marseille, au début du mois de septembre, et qui, lors de ce congrès, publie ce qu'on appelle des motions, des recommandations, qui sont des grandes orientations politiques sur les différents enjeux de la biodiversité. Je ne vais pas les citer, mais peut-être 2 d'entre elles qui sont en lien avec notre colloque ce matin. La motion 47, qui a pris des orientations fortes pour traiter la criminalité organisée, et puis établir des normes juridiques au plan internationaux et nationaux, et puis la motion 50 pour mettre en place des mesures internationales afin de lutter contre les trafics en ligne, et notamment les trafics issus, les trafics d'espèces animales et végétales. On décrit souvent, et c'était un peu la conclusion ces jours-ci, de la conclusion de la COP, on décrit souvent ces réunions internationales en disant ça ne sert à rien, en fait les gens se réunissent, ils discutent, ils prennent des positions, ça ne sert à rien. Au sein de l'UICN, on a cette chance d'avoir une organisation internationale qui n'existe dans aucune autre organisation internationale, qui est d'être hybride entre les États qui s'engagent et les ONG qui portent sur le terrain des programmes locaux, mais qui servent aussi de vigie et de défenseurs et de vigilance, et qui est une organisation qui allie aussi le monde économique, et vous l'avez rappelé, c'est important car on ne fait pas de transition majeure si on ne change pas le système économique mondial. Alors ce congrès a permis de rappeler les pressions nombreuses qui s'exercent sur la biodiversité, le changement d'utilisation des terres avant tout, déforestation, artificialisation, la surexploitation des espèces, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes, mais également a mis dans ces sujets importants la question du dérèglement climatique, qui est un sujet d'actualité. Je vais l'illustrer par un exemple. On publie au sein de l'UICN ce qu'on appelle des listes rouges, des listes d'espèces en voie de disparition, et j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Et lors du congrès, on a mis en évidence la disparition du dragon de Komodo. Alors vous devez voir à peu près ce à quoi ressemble un dragon de Komodo. Je n'ai pas de jolies photos comme Gilles Boeuf, mais ça doit vous parler. C'est la plus grande espèce de lézard au monde, et cette espèce, elle est protégée. Elle vit dans le parc de Komodo, elle vit dans un site protégé. Le réchauffement climatique menace sa survie. Et donc, cette espèce emblématique, elle précédera bien d'autres si nous n'arrêtons pas l'augmentation des températures. J'aimerais revenir un instant sur la COP de Paris, la COP 21, qui avait eu lieu à Paris, et l'accord de Paris, dont on oublie très souvent qu'il a donné des grandes orientations en matière de climat, grâce notamment aux négociations à l'époque du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, mais qui, pour la première fois aussi, intégrait la question de la nature, de la biodiversité et des écosystèmes. Et cela, on le doit particulièrement à la France. C'était la première fois où finalement on a fait rentrer la biodiversité dans les négociations climatiques. C'est un lien qui a été réaffirmé au moment du pacte de Glasgow, dans la COP qui vient de se terminer,
qui est décrié pour sa faiblesse, mais qui a une nouvelle fois avancé un peu plus sur le champ de la biodiversité, où l'interconnexion des crises est reconnue, où la nécessité de traiter les deux crises de façon conjointe a été mise en avant, et où il a été rappelé qu'il ne faut pas trouver de mauvaises ou de fausses bonnes solutions, à commencer par la replantation massive dite de la compensation, un peu partout, un peu n'importe comment, sur des écosystèmes protégés, et souvent au détriment des populations et de l'agriculture vivrière. Les débats ont eu lieu. Ils ont aussi rappelé qu'on ne peut pas miser sur la technologie pour nous sauver de tout. Et peut-être, comme prévenait Darwin, c'est lorsque l'on se croit supérieur qu'on se met en danger. C'est souvent le cas aujourd'hui lorsqu'on parle de biodiversité. Alors réconcilier pour comprendre, c'est aussi savoir préserver. Nous avons un indicateur très fort au sein de l'UNICEN, qui s'appelle, depuis les années 60, qui s'appelle les listes rouges. Vous devez en entendre parler de façon régulière dans la presse. Et ces listes rouges dressent un tableau préoccupant, souvent, de l'état de santé de la biodiversité dans tous les écosystèmes, sur tous les territoires, dans toutes les espèces. On ne peut malheureusement pas encore tout catégoriser, mais qui permet à la fois de connaître et de pouvoir aussi mesurer les bénéfices de la conservation. Et j'aime bien, quand on parle d'espèces et de monde sauvage, essayer de trouver des bonnes nouvelles, parce que si on se dit que l'espoir est vain, alors on n'agit plus. Et parmi les bonnes nouvelles qui montrent qu'il est nécessaire de se battre, je vais citer la loutre d'Europe, où il y a un certain nombre de campagnes en sa faveur qui ont été particulièrement efficaces. Elle était dans une situation très précaire. Il y a quelques années, elle a désormais recolonisé de vastes parties de son territoire dans les régions françaises, pour prendre un exemple français. Autre action, celle sur la protection des zones humides, qui a amélioré la situation de plusieurs échassiers. Je vois le président de la LPO au premier rang, et notamment la spatule blanche. On pourrait aussi citer le bouquetin des Alpes, qui avait quasiment disparu en France et qui, grâce notamment à la création de parcs nationaux alpins, repeuple aujourd'hui plusieurs départements. Et puis enfin, grâce au programme de réintroduction, le vautour moine qui niche à nouveau dans les grands causses et qui avait disparu en France depuis à peu près un siècle. Ces réussites remarquables, elles ne sont pas le fruit du hasard, elles sont avant tout le fruit du travail d'expertise, d'identification, mais surtout le travail des grandes organisations, des ONG, des associations environnementales, dont la LPO, qui soutiennent et qui travaillent sur le terrain avec des moyens financiers et humains adaptés pour faire en sorte que ces espèces reviennent ou ne disparaissent pas totalement. Se réconcilier avec la faune sauvage, c'est aussi choisir de préserver les écosystèmes, la planète. Ni la faune sauvage, ni nous d'ailleurs, êtres humains, ne pourrons continuer à vivre sur une planète de plus en plus dévastée. Alors on peut chercher son salut dans les missions sur Mars, ou aujourd'hui dans l'aspect émergent des vies parallèles et numériques. Mais il faut avant tout préserver le territoire. Et l'objectif onusien aujourd'hui de 30% d'aires protégées à horizon 2030, avec 10% de protection en zone forte, est une demande absolument incontournable. Et c'est une première étape, parce que demain, c'est toute la planète qu'il faut protéger pour lui rendre sa fonction maternelle. Sur la partie des préservations et des écosystèmes, je vais vous livrer peut-être, Monsieur le Président, en avant-première, un sujet qui va être émergent dans les prochaines années, celui du statut vert des espèces. C'est un nouveau standard mondial qui vient d'être finalisé par l'Union internationale de conservation de la nature, et son objectif, c'est de mesurer les succès de conservation et le potentiel de rétablissement des espèces sauvages. C'est un outil qui complète les listes rouges. Il ne suffit pas d'avoir en gros le thermomètre, il faut aussi pouvoir baisser la température. Et c'est vraiment cet objectif, avec 5 objectifs convergents dans ce cadre international. D'abord, fournir un cadre pour mesurer le rétablissement des espèces. Ensuite, reconnaître les réalisations en matière de conservation pour pouvoir aussi les dupliquer. Mettre en évidence les espèces dont le statut dépend de la poursuite des actions de conservation. Prévoir l'impact attendu des actions de conservation planifiées. Et enfin, relever, et c'est absolument essentiel, les niveaux d'ambition pour un rétablissement des espèces à long terme. En résumé, ce statut vert de demain rendra visible ce travail qui est aujourd'hui invisible de protection des espèces et qui est mené par les acteurs de la conservation. C'est un outil essentiel et absolument complémentaire des listes rouges. Alors bien évidemment,
l'Union internationale de conservation de la nature en France, le comité français, le déploiera à partir de 2022 et en fera une application nationale. Donc nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous réconcilier avec la nature. On a assez détruit, on a besoin de préserver pour nous-mêmes, pour les générations futures et pour la planète sur laquelle on est. Je vais conclure peut-être par cette citation qui est celle d'un ornithologue américain qui explique pourquoi il faut préserver. Ian McMillan, il faut sauver les condors, non seulement parce que nous avons besoin des condors, mais parce que nous avons besoin de développer les qualités humaines nécessaires pour les sauver, car c'est de ces qualités humaines dont nous aurons besoin demain pour nous sauver nous-mêmes. Merci. Sabrina Kriep. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Schweitzer, et à l'organisation de ce colloque de me laisser l'opportunité de vous parler des grands singes et tout particulièrement des chimpanzés. Donc, on va, je pense, reparler de beaucoup de points qui ont déjà été abordés. Tout d'abord, celui de la table ronde précédente. Le fait que, effectivement, les chimpanzés sont des espèces emblématiques d'écosystèmes, et peut-être faire le lien entre les interventions de ce matin qui portent sur la biodiversité et celle de cet après-midi qui porte sur l'individu, plutôt sur l'animal, j'espère, et également sur des aspects plus concrets, puisque je voudrais, à travers les quelques exemples que je vais vous présenter ici, reparler aussi de notre rôle en tant que consommateur pour la préservation des écosystèmes et des espèces. Alors, tout d'abord, parler des chimpanzés, c'est parler d'une espèce parmi plus de 500 espèces de primates, donc un ordre auquel nous appartenons, et qui illustre très bien à quel point un écosystème peut abriter une diversité d'espèces, de populations et d'individus qui sont proches phylogénétiquement, puisque 90% de ces 500 espèces vivent en forêt tropicale. Vous voyez leur répartition sur la carte, ce qui veut dire qu'elles sont capables de cohabiter, de coexister, même une dizaine ou une quinzaine d'espèces dans un même espace forestier. Ce qui veut dire que nous, humains, qui faisons partie de ces primates, devrions pouvoir aussi cohabiter avec donc nos plus proches parents. Cependant, les chiffres sont vraiment criants et alarmants, puisque parmi ces 500 espèces, plus de la moitié d'entre elles sont menacées. Et quand on parle en termes de population, c'est encore pire, puisque les 3/4 des populations sont menacées. Donc ça met en évidence que, puisque ces primates habitent un écosystème extrêmement riche en biodiversité, comme l'a souligné Gilles Boeuf, avec non seulement une biodiversité animale mais végétale, leur disparition est un très mauvais signe pour un écosystème qui est également un écosystème clé en termes de changement climatique. Et là, peut-être l'exemple que donnait Maud du fait que nos enjeux climatiques et nos enjeux de biodiversité doivent mobiliser nos forces, peut-être que ces forêts tropicales incarnent un petit peu la direction vers laquelle on devrait aller. Alors si on resserre, je vais partir du trait global pour aller vers des choses beaucoup plus locales, si on resserre un peu notre spectre et qu'on utilise cet indicateur qu'est la liste rouge des espèces menacées, parmi ces 500 espèces, il y a 7 espèces de grands singes, encore plus proches de nous, dont 2 espèces de gorilles, 2 espèces de chimpanzés, 3 espèces d'orang-outans, qui toutes sont soit en danger critique d'extinction, et qui là aussi nous rappelle à quel point nos destins sont liés. Alors, pour pouvoir essayer d'évoquer les solutions, il faut essayer de comprendre les causes, les connaître et ensuite les partager. Eh bien, c'est assez clair. La principale cause de disparition des grands singes, c'est la perte de leur habitat, leur fragmentation, la fragmentation de ces habitats, tout comme celle donc, des primates, des plus petits qui va donc du microcèpe de quelques dizaines de grammes au plus gros, le gorille avec ses plus de 200 kilos pour les mâles. Tous sont menacés par cette perte d'habitat qui est principalement
principalement dû, aujourd'hui on le sait, au développement de l'agriculture intensive, puisque 76% des espèces de primates sont concernées par cette menace, par l'exploitation forestière directe et par les exploitations minières qui peuvent y être associées. Ces pertes d'habitat, ces ouvertures de brèches dans cette forêt tropicale sont aussi associées à une autre menace qui se combine et qui s'aggrave, qui est celle de la chasse, et on devrait dire le braconnage, puisque la plupart des espèces sont protégées et donc le plus souvent la chasse est réglementée et interdite, mais également l'élevage, puisque pour la production de soja, et ça a déjà été évoqué, il faut prendre de l'espace sur les forêts tropicales. Donc, ce sont non seulement des espèces, mais aussi des populations qui sont menacées, qui se retrouvent isolées géographiquement, avec des dérives génétiques qui peuvent se produire. Et donc, quand on dit que d'ici peut-être une trentaine d'années, certaines de ces espèces, dont les chimpanzés, ne seront plus sur notre planète capables de vivre, c'est bien parce que le nombre critique minimum d'individus pour pouvoir faire perdurer ces populations sera trop faible. C'est évidemment pas qu'il n'y aura plus un seul chimpanzé dans les forêts tropicales, mais cette question donc de population. D'autre part, juste vous rappeler que, aussi là pour faire le lien entre espèces et individus, ces populations qui disparaissent, on le sait aujourd'hui, les animaux, et tout particulièrement les grands singes, ont des cultures. Donc ce ne sont pas seulement des individus interchangeables qui disparaissent, ce sont bien des populations qui sont porteuses de culture. Certains sont capables d'utiliser des outils en pierre, d'autres des outils en bois. Certains font la danse de la pluie, d'autres non. Donc ce sont des comportements qui ne sont pas universels. Et protéger des populations et des individus, c'est aussi protéger le patrimoine culturel. Et là, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans la journée en termes d'éthique et de droit. Je pense que c'est un point que la science nous apprend aujourd'hui et qu'il faut prendre en compte. Enfin, ça nous met aussi en évidence devant les yeux cet autre aspect qu'on a aussi évoqué, qui est le fait que cette agriculture intensive qui se développe aux dépens des forêts tropicales expose la faune sauvage, non seulement les grands singes, mais aussi les insectes et donc nos pollinisateurs, à la pollution. Les solutions qui se dessinent, maintenant qu'on a fait le constat de ces disparitions, maintenant qu'on connaît les causes, sont bien évidemment de pouvoir faire diffuser ces connaissances auprès de tous, auprès des citoyens qui sont les consommateurs, mais également des citoyens qui vivent à proximité des grands singes, de façon à ce qu'on comprenne pourquoi les lois existent, pourquoi une nature qui pour eux est ordinaire et pas forcément extraordinaire comme elle l'est pour nous, les chimpanzés ou les éléphants ayant une place particulière dans notre imaginaire. Ce n'est pas toujours le cas pour les populations locales et les populations autochtones. Donc faire connaître les raisons des lois qui existent, faire en sorte qu'elles soient appliquées et développer donc des méthodes s'appuyant sur un droit, en essayant de réconcilier droit de l'environnement et droit de l'animal, est une des pistes. On a mis en évidence lors d'une motion présentée à l'UICN à Marseille également que mettre en place des solutions, des stratégies qui s'appuient sur des actions locales avec les peuples autochtones, sachant qu'aujourd'hui c'est plus d'1 milliard de personnes qui dépendent des services écosystémiques de la forêt tropicale, n'est pas anodin, et donc essayer de mettre en réseau ces acteurs locaux à un niveau généralement aussi plus large, après au niveau international. Ce sont des actions qui sont donc en cours avec l'UICN et l'UNESCO, mais aussi donc s'appuyer sur un choix d'un nouveau modèle économique, politique et social. Donc à travers quelques images, je vais vous illustrer ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres d'ici, mais à quel point les menaces et les solutions sont à portée de nos mains également. Donc voici quelques images de Sebitoli qui se trouvent dans un parc national au cœur de l'Ouganda, et où donc on peut rencontrer des chimpanzés sans pieds victimes du braconnage. On peut, sur la route qui traverse ce parc national et qui aujourd'hui est bitumé et fait plus de 20 mètres de large, voir régulièrement des espèces menacées telles que le Colobe guéreza ou encore les chimpanzés écrasés sur cette route. On peut voir à la bordure de ce parc des chimpanzés consommant du maïs, puisque petit à petit donc, la forêt tropicale a laissé place aux plantations de thé, de maïs et
aussi de cultures qui sont vivrières, et également donc des chimpanzés comme celui de droite en bas avec des malformations faciales et pour lesquelles les causes principales évoquées sont l'exposition des jeunes, ou plutôt des fœtus dans le ventre de leur mère lorsqu'elles consomment ou qu'elles sont exposées aux intrants chimiques de l'agriculture qui peuvent expliquer donc ces malformations faciales et ces troubles de la reproduction chez les chimpanzés en Ouganda. Alors on a le choix entre un modèle économique qui est basé sur une exploitation intensive avec des coupes rases, puisque là on est seulement à 15 mètres de la forêt tropicale et qui nécessite d'arroser, d'utiliser des intrants chimiques de façon abondante, ou bien ces espèces de jardins d'Éden qu'on voit là en agroforesterie qui sont des choses qui se développent aujourd'hui de plus en plus à la bordure du parc. On a le choix entre des champs de thé à perte de vue pulvérisés de glyphosate avec soi-disant des rendements importants ou un modèle de production bio, comme c'est le cas ici également à 2 km de la forêt, avec donc une production artisanale, une plantation d'arbres qui permet de créer de l'ombrage et donc aussi de générer des meilleurs revenus pour ces employés du thé qui du coup auront moins besoin d'aller braconner et d'aller s'approvisionner en viande de brousse dans la forêt juste à côté, puisque ces meilleurs revenus leur permettront d'aller acheter du poulet, puisque l'élevage de poulet existe. Et pourquoi cela ? Pour avoir une faune qui soit donc emblématique de ces forêts tropicales, qui soit préservée, mais qui soit plus valable vivante que morte. Aujourd'hui, pour les Ougandais qui vivent à côté du parc, les chimpanzés ne représentent que des menaces. C'est, comme on le disait comme je le disais précédemment, de la nature ordinaire. Pour eux, évidemment, ils ressentent cette proximité, mais le seul moment où ils ont l'occasion de les voir, c'est quand les chimpanzés viennent piller et détruire leur culture. Donc, essayer de mettre en place des produits d'agriculture biologique durable, commerce équitable, qui valorisent la préservation de l'habitat avec un label potentiellement qui permette de générer des meilleurs revenus avec moins d'intermédiaires, puisqu'on parlait d'une question de coût économique tout à l'heure, à savoir un thé qui soit produit localement et qui aille directement aux consommateurs sans passer, comme c'est le cas aujourd'hui, par les enchères à Mombasa, puis par des grandes sociétés et ensuite arriver dans nos magasins. C'est une des solutions qu'on entrevoit et qu'on essaye de mettre en place donc avec une cinquantaine de petits producteurs de thé et d'autres produits, de façon à ce que on arrive à améliorer le fonctionnement de ces écosystèmes, le revenu, réduire la pollution agricole et faire en sorte donc de préserver et réconcilier la faune avec les humains qui vivent à côté. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre contribution, Antoine, sur les entreprises et tous ces sujets. Merci Louis, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc effectivement aborder la responsabilité, le rôle, les actions des entreprises sur le thème qui vous réunit aujourd'hui. Alors, au préalable, je voudrais bien sûr préciser que Veolia travaille avec des villes ou avec des industriels, et donc que ces activités n'ont pas de rapport direct et même vaguement indirect avec la faune sauvage. En revanche, toutes les activités de l'entreprise que je dirige a peu ou prou, directement ou indirectement, à voir avec la protection de la biodiversité. Et donc c'est à travers l'exemple de Veolia que je vais essayer de détourer les types d'actions que les entreprises peuvent imaginer, et puis au-delà même des métiers de Veolia, ce que les entreprises pourraient imaginer de faire pour limiter leur impact négatif sur cette biodiversité. Bon, les principales causes de dégradation de la biodiversité, elles sont bien connues, tout le monde ici les connaît: fragmentation et destruction des habitats naturels,
pollution, surexploitation des terres et des mers, changement climatique, etc. etc. Sur beaucoup de ces causes, les entreprises peuvent agir. Au moins sur deux d'entre elles, et ce sont deux métiers principaux de Veolia. Lutter contre les pollutions, corriger ces pollutions, et également chercher des solutions alternatives à la surexploitation des ressources naturelles. Pas seulement les raretés, mais également les surexploitations. Ce sont deux métiers que Veolia exerce depuis longtemps. Et je vais commencer par la lutte contre les pollutions. Les pollutions, ça a commencé pour nous par la pollution de l'eau. Ça s'est poursuivi par l'eau très sale, les déchets toxiques, puis les déchets banals, et puis de fil en aiguille, l'ensemble des types de pollution, y compris désormais ce nouveau polluant depuis un certain nombre de décennies qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Il existe des solutions pour traiter bon nombre de ces pollutions, pas toutes, mais pour beaucoup. Et ces solutions sont efficaces. Je vais en prendre un exemple, et je vais prendre l'exemple des eaux usées, qu'elles soient rejetées par les ménages, et donc les villes ou les communautés humaines, ou bien par les industriels. Quand j'étais jeune, fin des années 70, a eu lieu la première enquête du type de poisson, du nombre de types de poissons qu'on pouvait trouver dans la Seine en période d'étiage, en plein été, puisque vous le savez peut-être, en plein été, le syndicat d'assainissement de la région parisienne est le premier affluent de la Seine. Il se trouve qu'à l'époque, 78, on avait identifié 3 sortes de poissons dans la Seine à cette époque. Depuis chaque année, le fameux syndicat d'assainissement de la région parisienne réitère l'étude. Et la dernière campagne, en 2019, ont été identifiées plus de 40 sortes de poissons. Bon. Et notamment, vous le savez certainement, le fameux saumon qui est enfin revenu. Bon. Comme quoi, on peut agir sur la pollution. Et lorsque le mur de Berlin s'est effondré et que nous avons été appelés à regarder ce qu'on pouvait faire dans ces pays derrière le rideau de fer, mais on a constaté qu'à Prague ou à Budapest ou sur le Danube, la situation était la même que celle qu'on pouvait trouver dans les années 70 dans la Seine. Bon. Et il n'y avait pas beaucoup plus de sortes de poissons, d'ailleurs, à l'époque, dans ces rivières. Et depuis, progressivement, chaque année, ça s'améliore. Donc, la lutte contre les pollutions, les solutions existent, et lorsqu'elles sont mises en œuvre, bien sûr, à large échelle, eh bien, la biodiversité s'améliore. Et bien évidemment, sur la gestion ou le traitement des déchets toxiques ou l'élimination de ces déchets toxiques, c'est encore plus important. Mais au-delà des pollutions, il y a également le problème de la surexploitation des ressources naturelles. De ce point de vue-là, les métiers de mon entreprise permettent aussi de proposer un certain nombre de solutions par la mise en œuvre, l'invention de ressources alternatives à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, l'idée est de donner une deuxième vie à ces matières premières déjà utilisées, transformées en déchets, qui peuvent devenir des ressources. Cette économie circulaire, tout d'abord, elle permet clairement d'économiser des ressources naturelles. C'est le cas des ressources minérales, c'est le cas également de l'eau, puisque l'eau usée est un déchet et que la première manière de faire face à la rareté de l'eau lorsqu'elle surgit dans des lieux, dans le monde, c'est de la réutiliser plusieurs fois elle aussi. D'ailleurs, en la réutilisant, on est obligé de la collecter et de la traiter, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups, d'éviter la pollution, tout en la réutilisant. C'est certainement, de très loin, la meilleure voie pour éviter les problèmes de rareté de l'eau. Ça permet également, à travers cette voie, d'éviter d'en extraire davantage de la nature et notamment de protéger les zones humides. Ça permet aussi d'imaginer des formes d'agriculture ou d'aquaculture propres, dès lors que bientôt il n'y aura plus assez de poissons dans la mer pour nourrir les hommes.
et que l'aquaculture se développe énormément à travers le monde et que la seule manière de le faire de manière durable et soutenable, c'est de réutiliser l'eau des fermes aquacoles en les épurant pour éviter d'en prélever trop dans la nature. Bien évidemment, d'autres voies d'économie circulaire permettent largement de protéger cette nature et donc de protéger la biodiversité. Ça protège également en même temps de la pollution. J'ai évoqué l'eau usée. Lorsqu'on la réutilise, on est obligé de la dépolluer. Mais je rappelle que la réutilisation des déchets pour les transformer en ressources limite considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Fabriquer une bouteille d'eau en plastique avec du plastique recyclé, c'est 70% de moins d'émissions de gaz à effet de serre que lorsqu'on la fabrique par le procédé classique à partir de la pétrochimie. Et cette économie d'émissions est encore bien plus importante pour la réutilisation de tous les métaux, par exemple, puisque extraction, transformation, transport de ces matériaux, fabrication des produits que nous consommons, consomment énormément, émettent énormément de gaz à effet de serre, plus de 70%, et que lorsqu'on réutilise et qu'on chinte donc des cycles de préparation de ces matières premières, on économise d'autant de matières premières et un recyclage de papier, de verre, de carton, mais aussi de plastique ou de métaux désormais, permettrait de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Et puis, il y a également d'autres types de déchets qui peuvent contribuer davantage encore à la protection de la biodiversité. Et je pense notamment aux déchets organiques, puisque c'est à partir de ces déchets organiques, on sait maintenant très bien proposer des fertilisants organiques qui viennent se substituer en totalité aux engrais chimiques. L'Union européenne est en train de réfléchir à imposer un certain nombre de réglementations pour forcer à l'usage de ces fertilisants organiques, mais aujourd'hui, peu de déchets organiques sont véritablement utilisés pour fabriquer des engrais biologiques. Beaucoup sont utilisés en valorisation énergétique, ce qui est mieux que rien, soit en biogaz, soit en chaleur, mais un recyclage plus noble consisterait à le transformer en produit, d'abord en fertilisant organique, et demain, très certainement aussi, par les process de bioconversion, en protéines, et protéines animales notamment, afin de nourrir le bétail, ou bien les fermes aquacoles, les poissons, afin de pouvoir nourrir 10 milliards de personnes sur cette terre dans quelques décennies, avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Donc tous ces métiers, ceux qui visent à traiter la pollution et ceux qui visent à imaginer de ressources alternatives par rapport à l'extraction de matières premières de la nature, contribuent largement à la protection de la biodiversité de manière indirecte, ou parfois même presque de manière directe. Par ailleurs, notre entreprise, mais là comme toutes les autres, utilise beaucoup d'espace, puisque nos installations industrielles, nos usines de traitement, nos centres d'enfouissement, nos périmètres de protection de nos champs captants pour produire de l'eau potable, utilisent beaucoup d'espace. Et ces espaces, ils peuvent être gérés, eux aussi, de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus écologique pour protéger la biodiversité. Les zones zéro phyto, les aménagements propices à la restauration de la biodiversité, comme les herbes hautes, les nichoirs à oiseaux, les hôtels à insectes, peuvent être multipliés sur toutes les installations industrielles. Et on le sait bien, le fait de ne plus faucher et de laisser les herbes hautes permettent beaucoup de choses qui étaient interrompues au préalable. Donc, sur toutes leurs implantations spatiales, les entreprises peuvent jouer un rôle. Elles peuvent aussi jouer un rôle en essayant de limiter et de réduire leurs empreintes spatiales. La concentration sur de plus petits espaces, le fait éventuellement de le faire en hauteur, permettrait aussi de ménager l'imperméabilisation des sols et l'utilisation de sols pour, là aussi, permettre la restauration de la biodiversité. Bref, il existe des voies
pour que l'industrie travaille plus proprement et plus durablement. La clientèle de Veolia, aujourd'hui, c'est la moitié de villes et la moitié d'industriels. Les solutions que nous proposons s'adressent autant aux communautés urbaines denses, que sont les villes, qu'elles peuvent s'adresser aux industriels. Et aujourd'hui, ce qui manque encore, c'est le fait de pousser ou les villes ou les industriels à chercher à travailler plus proprement. Ça fait 30 ans que je travaille, ou un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ce métier, et c'est vrai que je n'ai jamais vu en 30 ans un pollueur décider spontanément de payer pour sa pollution s'il n'y est pas contraint. C'est pour ça qu'on a aussi, dans ce pays d'ailleurs, inventé le principe du pollueur-payeur, qui s'est d'ailleurs, pour le domaine de l'eau, répandu à l'ensemble de l'Union européenne. Le principe pollueur-payeur, c'est la manière radicale d'éliminer la pollution, parce que dès lors que polluer coûte plus cher que dépolluer, ou ne pas polluer, vous pouvez être sûr que les acteurs s'alignent très rapidement sur l'idée de ne pas polluer. Et donc, tant pour les anciens polluants dans les eaux que les nouveaux, avec les émissions de carbone, il me paraît clair que la seule manière d'accélérer et d'aligner le jeu des acteurs, c'est de faire en sorte que polluer leur coûte plus cher que dépolluer. Nous verrons à ce moment-là rapidement les solutions d'abord se multiplier et se mettre en œuvre de manière générale. Je vous remercie. Merci. Et donc nous en arrivons à notre dernière intervention, ce que veut faire l'Europe. Merci beaucoup pour commencer de l'invitation à la Commission de la part de la Fondation qui me permet d'être ici à la Sorbonne en écoutant ce sujet qui est au centre de mon activité professionnelle à la Commission, la biodiversité, et j'avoue qu'une bonne partie de mon temps y inclut est dédié au loup. Et j'ai beaucoup aimé écouter le débat sur le loup. Mais pour vous donner une vue d'un vol d'oiseau de la politique européenne de biodiversité, bien sûr, tout a changé radicalement avec le pacte vert, que c'est la stratégie d'orientation de la Commission européenne actuelle, et que ce n'est pas seulement une stratégie climatique ou environnementale, c'est une stratégie économique, un pari dont l'avantage d'être plus avancé que d'autres par l'innovation, le potentiel d'adresser la crise climatique et environnementale. C'est aussi une stratégie sociale avec cette idée de transition juste, d'emmener tout le monde dans la transition en ne laissant pas des parties perdantes. Mais quelle est la nouveauté? La nouveauté, ce n'est pas vraiment le renforcement de la politique climatique. Si vous regardez l'antérieure Commission européenne, il y avait déjà le climat comme une priorité. La vraie nouveauté, c'est que le reste de l'environnement est emmené au même niveau d'importance que le climat comme priorité, y inclut la biodiversité. D'ailleurs, dans les orientations politiques de la présidente de la Commission, elle disait déjà l'Union devrait mener les autres, lidérer dans la biodiversité, comme elle l'a fait pour le climat avec l'accord de Paris, par exemple. Et maintenant, une réflexion. Comment est-ce possible de venir d'une Commission européenne avant la présente où le mot environnement n'était pas dans les priorités, le climat, oui, pas le mot environnement, encore moins biodiversité, pour une Commission européenne où c'est la priorité. Et mon interprétation est qu'il y a une crise écologique globale, la science le montre il y a longtemps. Tous ces chiffres que nous avons d'espèces qui risquent l'extinction, mais aussi ce chiffre qu'à moi impacte fortement, que c'est que 96%, 96% de la biomasse de vertébrés terrestres, c'est les humains et son bétail, ces animaux domestiques. 4%, c'est le reste. Alors, on a vraiment allé très loin dans notre impact dans la nature. Mais pourquoi c'est possible que la politique bouge? C'est vous, c'est nous, c'est l'opinion publique. Et aujourd'hui, il y a une coïncidence entre la situation globale, cette crise écologique, et la perception de pas mal de citoyens vers cette crise globale. Bien sûr, ces factures que la nature nous envoie,
quelques-unes sont très bien évidentes, les climatiques, les extrêmes climatiques, les feux forestiers, les inondations, etc. Mais il y a aussi quelques de ces factures qui sont liées à la biodiversité et que les gens le sentent. Le plastique, ce n'est pas vivant, mais il a un impact dans le monde marin que tout le monde déteste. Voir une baleine avec des sacs plastiques dans l'estomac ou une tortue avec du plastique dans son nez. Et il y a cette crise, cette perte d'insectes pollinisateurs qui se fait remarquer dans pas mal d'endroits dans le monde et en Europe. Il y a bien sûr les forêts, les feux forestiers. J'avoue, quand j'ai vu avec les feux en Australie ces images des koalas qui brûlaient, j'ai dit, ça va attirer des émotions. Et les émotions, ça fait bouger la politique parce qu'on ne peut pas compter avec des politiques illuminés, des politiciens illuminés qui viennent, s'ils n'ont pas une base d'opinion publique pour soutenir ces avances. Et je crois qu'aujourd'hui, y inclut, grâce à la jeunesse, qui a bien sûr ce mouvement pour le climat, mais si on remarque dans leur demande, ça inclut aussi la nature, le style de vie, l'alimentation, etc. Alors il y a quelque chose qui change et qui a permis qu'on arrive à un parc vert. En revenant sur la biodiversité, je crois sincèrement que la stratégie européenne de biodiversité à l'horizon 2030 est la plus ambitieuse que le monde a jamais vue. C'est 20 pages qui vaut la peine de lire, parce qu'elle va très loin pour essayer d'adresser tous les causes directes de perte de la biodiversité. Pour commencer, les changements d'usage de terre et de mer, l'exploitation excessive, le changement climatique lui-même, la pollution de toutes sortes, les espèces envahissantes. Ça vient dans un contexte, bien sûr, où nous devons trouver un nouveau accord global pour la biodiversité. Ce n'est pas seulement la COP26 que nous venons de voir, c'est aussi cette COP15, la Convention biodiversité, qui se tiendra en Chine dans la première moitié de 2022 et qui doit aboutir à quelque chose de différent, de répéter que dans 10 ans, on va stopper la perte de biodiversité et après on y arrive et tout est pire. Cette fois-ci, ce que nous aurons besoin, c'est davantage de mesurables, reportables et vérifiables dans la biodiversité aussi. Et la science nous aide aujourd'hui à savoir mesurer un peu plus. Alors ce que l'Europe a fait dans son désir de mener les autres par l'exemple, bien sûr, pas par la force, c'est de faire une stratégie européenne où on fera de notre part la même chose qu'on attend les autres de faire. Et ça inclut pas mal d'objectifs quantifiables pour la nature. Il y a les volets principaux, c'est, pour commencer, le mot-clé protection. On veut arriver à 30% de terre et mer de l'Union européenne protégées, et vraiment protégées, gérées efficacement, pas seulement dans le papier. Un tiers de ces 30% doit être protection stricte pour ces écosystèmes qui ont besoin de laisser la nature se débrouiller par elle-même. Il inclut par exemple protéger les forêts anciennes qui restent en Europe et avec des corridors écologiques qui puissent aider à la faune sauvage. Il inclut aussi 30% d'amélioration de l'état de conservation des espèces et des habitats protégés. Ça inclut le loup. Et d'ailleurs, Jean-Marc, je peux avouer, la coexistence est la seule option compatible avec le cadre légal de l'Union européenne pour le loup, pour les grands prédateurs. Un autre mot-clé, c'est la restauration de la nature. D'ailleurs, à ce moment, moi et mes collègues, nous sommes très occupés pour aboutir à cette loi de restauration de la nature qu'on doit présenter encore cette année, au commencement de l'année prochaine, avec des cibles légalement contraignantes pour les États membres puissent venir avec la restauration des écosystèmes dégradés, y inclut ceux qui sont plus importants pour des objectifs climatiques. D'autres volets de restauration, c'est la réduction de pression, la stratégie de biodiversité, moins 50% de l'usage et du risque des pesticides jusqu'à 2030, moins de 50% de fertilisation excessive ou de nutriments
qui s'échappent de l'environnement jusqu'à 2030, 25% de superficie agricole de l'Union européenne dans le bio jusqu'à 2030, 10% davantage d'éléments de paysage dans le monde agricole, etc. Vous rencontrerez des mesures pour tous les pressions majeures. Dans les pêches, on travaille dans un plan d'action pour les pêches, pour aider à la conservation des ressources. Il y a aussi des mesures pour éviter la capture accidentale d'animaux marins, les cétacés par exemple. On vient de sortir en juillet une stratégie forêt qui fait davantage pour climat et biodiversité et aussi la bioéconomie de la forêt. On viendra avec la stratégie sol très bientôt, cette semaine, probablement déjà demain, et probablement on va annoncer une future législation pour le sol qui manque encore, des fleuves libres, de la nature dans le monde urbain, des mesures pour les entreprises, la finance durable, la recherche, la coopération internationale. Bref, je crois que c'est une stratégie qui mérite lire. Mes mots finaux, c'est un peu d'encadrement. Pourquoi l'Union européenne fait ça? C'est parce que ça nous convient. On a aussi un pari dans notre avantage d'aller dans cette direction. C'est important pour la faune, la nature, bien sûr, mais c'est surtout important pour nous, les humains. Nous avons besoin des services d'écosystèmes que nous ne savons pas remplacer. Et un mot aussi pour la France. Je crois honnêtement que la France est probablement l'État membre où le mot biodiversité, même avant le pacte vert, compte politiquement. C'est un mot qui est traité avec une importance que, personnellement, je trouve plus grande que dans d'autres États membres. Vous avez une loi restauration de la nature, par exemple. Alors, la France a une position d'ambition et on aura la présidence française du Conseil en même temps qu'on doit négocier ce nouveau accord global pour la biodiversité. Alors, nos attentes sur le rôle de la France et de vous tous comme citoyens est très grand. Merci. Merci. Alors, avant de donner la parole aux questions de la salle, je voudrais poser une question à chacun des intervenants avec une réponse en moins de 30 secondes. Êtes-vous optimiste et pensez-vous que nous arriverons à arrêter la 6e extinction de masse? Et je vous propose de passer de gauche à droite. Donc, à vous en premier. Disons, moi, je suis né optimiste, mais maintenant que je deviens plus vieux, peut-être un peu moins. Mais de toute façon, il y a une dimension optimisme que c'est on n'a pas d'alternative. Je dis souvent à mes amis environnementalistes, ne craignez rien, vous allez gagner, parce qu'on n'a pas notre planète. Mais bien sûr, quand on gagne une bataille, après on regarde combien de morts dans notre côté et l'ennemi, et c'est là que mon optimisme, je ne suis pas sûr, hein, on a déjà beaucoup dégradé la nature. Dès que je suis né, je prends plus de 30 secondes, je termine. J'ai appris dans le film de David Attenborough, A Life in the Planet, que dès que je suis né en 1960, la moitié de la nature du monde est disparue. Et ça réduit un peu mon optimisme. Merci. Antoine? Moi, je suis optimiste dans le fait que je pense que les activités humaines, et notamment les activités économiques, peuvent toutes se faire de manière propre et durable. Car chaque fois qu'un problème se pose, si on s'y pense vraiment, on trouve une solution. La question, c'est d'imposer que les activités soient propres. Et je pense que là, c'est le rôle du politique. Les technologues, enfin la technique et l'économie saura les mettre en œuvre correctement et rendre les deux compatibles. Maud Lelièvre. Alors moi, je suis optimiste parce que j'ai vu pour la préparation du congrès de l'UICN, mais aussi à la COP à Glasgow, une jeunesse extrêmement compétente, extrêmement volontaire, extrêmement mobilisée. Et je pense que c'est une clé de la solution. Et je vais me permettre de lancer un appel parce qu'on a créé au sein de l'UICN une commission qui réunit aujourd'hui climat et biodiversité, pour laquelle on va chercher de jeunes experts dans le monde entier. Donc si vous avez envie de participer et de sauver concrètement la biodiversité, rejoignez-nous. Il n'y a pas de critères si ce n'est l'envie. Merci. Sabrina Krief.
Je dirais qu'il y a plus de journées où je suis optimiste que découragée, mais il y a quand même un certain nombre de journées qui sont dures. Ce qui me rend optimiste, c'est de voir les gens en action sur le terrain. Et effectivement, il y a un bel élan, je trouve, qui est né et qui essaime dans tous les coins de la planète. Voilà, oui, je dirais que je suis statistiquement optimiste. Merci. Question de la salle. Des micros circulent et donc c'est les porteurs de micros qui choisiront les intervenants. Bonjour, merci Bonjour, déjà madame. d'être là et de nous apprendre tout ça. Je voudrais juste savoir toutes les bonnes volontés, tout ce que l'on a envie de faire. On est actuellement 7 milliards sur Terre. En 2030, on sera 8 milliards. On est déjà 8 milliards. On sera 9 milliards donc en 2030. Est-ce que tout ça, ça peut vraiment tenir la route jusqu'au bout? Merci. Alors, bon, c'est le problème d'augmentation de la population du monde. Grâce au ciel, le rythme d'augmentation décroît, mais je ne sais pas qui se sent de taille à traiter ce sujet. Juste une très brève réponse. L'aspect consommation est clé, c'est-à-dire que si on est plus nombreux mais qu'on consomme moins mieux, qu'on recycle nos déchets, je pense que les différentes interventions vous ont donné déjà des pistes de réflexion. Et par exemple, en matière de consommation, sur l'alimentation, ces 10 milliards de personnes, on n'empêchera pas l'augmentation de la population humaine. Et on n'empêchera pas les humains de manger. Donc il faudra bien trouver des solutions. Il existe, et on peut encore largement les améliorer, des solutions pour nourrir 10 milliards de personnes avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Ces solutions, elles existent aujourd'hui, elles sont maîtrisées. Il suffit de les généraliser. Donc pas de fatalisme. Oui, j'ajouterais une chose. Bon, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à qu'une stratégie biodiversité puisse contrôler la démographie, mais il faut le faire. Parce que toute espèce qui grandit sans contrôle, ça sera la fin, les guerres, les pandémies. Mais nous savons comment le faire, et une des façons semble relativement simple. C'est l'égalité, c'est la promotion des femmes. Quand les femmes ont des salaires, une autonomie, une vie qu'ils peuvent décider elles-mêmes, elles contrôlent davantage que les hommes la population humaine. L'autre solution est plus difficile. Pour la transition, il faudrait une bonne politique de migration. Et ça attire des sentiments forts aussi. Pas de commentaires? Au fond, ce que je comprends, c'est qu'il suffit de le vouloir et qu'on peut. Et qu'il n'y a pas de fatalité liée à l'augmentation de la population humaine jusqu'à 10 milliards. Dès lors que ces 10 milliards sont intelligents. D'autres questions? Oui? Bonjour, je ne suis experte en rien, mais je lis la presse et je voudrais savoir pourquoi la France enfreint toujours certaines directives européennes au nom de traditions idiotes et ridicules. Monsieur Gadoroda, puis Madame Le Lièvre. Écoutez, je me pose la même question. Je ne comprends pas aujourd'hui, alors qu'on a un mouvement d'opinion, ça a été rappelé en introduction avec un certain nombre de chiffres issus d'un sondage, qu'on a dans l'urbain comme dans le rural une sensibilité de plus en plus forte, qu'on continue à maintenir certaines formes de chasse, qu'on continue à ne pas accepter la coexistence et le maintien des grands prédateurs sur le sol. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra savoir si on veut continuer. Je me tourne vers vous, mais si on aura envie de continuer à avoir des contentieux européens, à se dire que la France fait partie des pays qui atteignent définitivement aux espèces, et si c'est ça, c'est dans le quoi on a envie de dépenser de l'argent public, je pense que la réponse est non, et j'espère fortement qu'à l'aune d'un certain nombre de débats, dans les élections présidentielles notamment, on pourra se dire qu'il faut trouver des moyens de dialogue et de coexistence comme on l'a trouvé dans le social, par exemple, pour faire cohabiter des points de vue différents. Monsieur Delgado Rosa.
Moi, ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi la France fait ça ou quelque chose d'autre. Mais je peux vous dire que la tradition n'est pas un argument valable pour voir si les directives sont suivies ou non. La directive oiseaux est compatible avec la chasse si elle est sélective et durable. Et quelques chasses dites traditionnelles, soit à la glu ou les filets, ne sont pas sélectives, donc ne sont pas conformes au droit européen. Merci. Une dernière question, parce que je ne voudrais pas retarder l'audition de notre grand témoin Alain Bucra. La question que j'avais... qui parle? Vous m'entendez? Oui. Ok. Du coup, moi je suis étudiante en master sciences de l'environnement et je voulais juste savoir comment les mesures de conservation prennent en compte le changement climatique, dans le sens où on sait que les zones climatiques vont bouger, on sait que les tropiques vont chauffer, et les mesures de conservation actuelles semblent assez statiques dans un monde qui se précipite vers un changement dur et rapide. Donc je me demandais s'il y a cette prise en compte du dynamisme climatique dans les mesures actuelles de conservation et de restauration. Merci. Je pense que c'est Maud Lelièvre qui s'y colle de nouveau. Oui, alors je n'ai pas vocation à donner toutes les réponses. Je pense que j'ai esquissé quelques pistes, mais aujourd'hui, à la fois, et les indicateurs sont des indicateurs variables et adaptables pour justement prendre en considération la double crise du climat et de la biodiversité. Et puis effectivement, on est passé de solutions tournées majoritairement vers le climat, vers des solutions qui intègrent l'ensemble des données, y compris les données sociales. On ne peut pas avoir demain une planète non plus qui est dépeuplée sur la moitié de son territoire avec des gens qui sont obligés de migrer parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ni en raison des conditions climatiques, des conditions d'existence alimentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des politiques évolutives et des indicateurs qui évoluent. C'est aussi pour ça qu'il faut renforcer l'expertise, donner plus de moyens aux centres de recherche et développer plus de politiques de terrain. Merci. Alors, on pourrait parler de ce sujet encore pendant très longtemps, mais je sais que la réponse qui vous a été donnée était celle qu'on pouvait donner en quelques secondes, mais nous continuerons à agir. Et je dois dire que ce que j'entends, et des experts de cette table ronde, et de la jeunesse qu'on entend, me rend plutôt optimiste aussi. Merci à chacun d'entre vous. Et maintenant, place à Alain Bougrain-Dubourg.